Hey! J'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va très bien parce qu'il fait beau, parce que depuis 20 minutes, j'ai terminé ma semaine de partiel et parce que, après un bon moment quand même, je viens vous parler de livres et je viens vous faire mon update lecture de l'hiver. Ces 3 derniers mois, j'ai lu quand même pas mal de livres. Je suis assez contente, c'est un début d'année cool après une longue panne de lecture dont je vous avais déjà parlé à plusieurs reprises. Là, j'ai lu 9 livres en 3 mois, donc on est sur un bon rythme de lecture. Si vous avez vu mon vlog de la dernière semaine de janvier, vous avez vu que j'ai commencé l'année en lisant un livre qui m'a détruit le cœur et ce n'est autre que Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une réécriture de la guerre de Troie avec une plume absolument magnifique, c'est extrêmement poétique. Moi, Le Chant d'Achille, ça a été un énorme coup de cœur. J'avais très peur parce que j'en avais tellement entendu parler que j'avais peur que ça me déçoive et ça ne m'a pas déçu. J'ai versé des larmes, pas autant que ce que j'aurais aimé, mais j'en ai quand même versé, donc c'est signe de quelque chose de bien et ça méritait vraiment un 5 sur 5. C'est magnifique à lire. On va suivre l'histoire au début avec 2 enfants, Patrocle qui est plutôt chétif, etc. Là où Achille, lui, va être vraiment quelqu'un de solaire, qui est vraiment un guerrier né et qui a de très très grandes ambitions. Donc dès qu'on va lui offrir l'occasion de partir à la guerre de Troie, il va y aller. Et nous, on va suivre tout ce cheminement et tout ce qui va se passer à la guerre, comment leur relation qui démarre comme une amitié, se transforme petit à petit en un amour extrêmement passionnel et c'est hyper touchant, vraiment, ça fait croire en l'amour en fait. Honnêtement, j'ai mis pas mal de temps à le lire, j'ai mis plusieurs semaines et je regrette pas du tout parce que ça m'a vraiment laissé le temps de tout intégrer. C'est beau en fait, c'est vraiment lire de la poésie, en plus avec de la mythologie grecque, c'est magnifique. La plume de Madeline Miller, alors, on ressent tellement d'émotions à travers ce qu'elle dit. Et j'ai beaucoup aimé découvrir le mythe d'Achille du point de vue de Patrocle parce que ça nous donne vraiment une toute autre image du mythe. Parce que bon, le mythe c'est un peu celui d'un homme orgueilleux, voilà. Alors c'est le cas, mais c'est pas que, c'est surtout un homme qui est aimé, qui est vraiment un soleil à lui tout seul et c'est tellement impressionnant à lire que vraiment je peux que vous conseiller ce livre. Et je vous avoue que quand j'ai terminé, j'ai eu très peur que ça me mette dans une panne de lecture. Heureusement ça n'a pas été le cas, mais c'était tellement beau que je me suis dit comment je vais continuer. Et j'ai su comment continuer puisque j'ai entamé avec une petite romance de chez Hugo Poche, beaucoup plus tranquille, qui est le début d'une saga qui n'est autre que le tome 1 de Campus Driver de C.S. Quill. Je vais vous faire le résumé des 3 tomes. Là avec moi j'ai que le 3e que j'ai terminé. Je les ai pas lus d'affilée mais je les ai lus tous les 3 dans les 3 derniers mois, donc autant vous expliquer tout d'un coup. Pour vous donner un petit peu juste une idée globale, je les ai vraiment beaucoup aimés. J'ai mis 4,75 sur 5 aux 2 premiers et 4,5 au dernier, mais en vrai, enfin, c'était hyper bien. Juste, je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal à mettre du 5 sur 5 à de la new romance, surtout que ça, enfin, c'est un peu des trucs clichés et voilà. Mais ça me dérange pas, genre vraiment, en fait, les Campus Driver, c'est 3 livres devant lesquels j'ai beaucoup rigolé. J'ai un peu pleuré devant certains, mais vraiment, c'est surtout que je riais et je criais devant mon livre, j'étais à Wouah! Bon, pas comme ça, mais en fait, c'est des livres qui transmettent beaucoup d'émotions et même si parfois il y a des petites histoires un peu sombres, enfin c'est des romans, vous savez, passé sombre et tout, mais au fond ça reste quelque chose d'assez léger et surtout de vraiment qui fait du bien. Et ça, parfois, quand on est en janvier, février, qu'il fait un peu froid, qu'on sait pas trop si on se sent bien ou pas, une petite romance comme ça peut que faire du bien. En fait, les Campus Driver, pour vous faire un petit résumé, c'est un groupe de 4 garçons dans une université. Lane, Adam, Donovan et Lewis, qui en fait ont une passion commune pour les voitures. J'ai pas de passion pour les voitures, mais voilà, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, ils ont créé une application qui leur permet de faire des trajets où ils transportent en gros des élèves et ils sont payés en échange de ça, et voilà. Donc ça, c'est la base, qui sont les Campus Drivers. Et dans chaque tome, il y a 3 tomes, on va suivre un des garçons du groupe. Le premier tome, c'est celui qui se concentre sur Lane, qui va se retrouver à rencontrer une voisine, qui se retrouve sur son palier, en fait, sans logement. Et après quelques discussions, elle va se retrouver sur son canapé, le temps de trouver une solution. Et puis vous en doutez, une petite romance va se faire. Il y a un peu le côté enemies to lovers. Il y a beaucoup de pics qui sont vraiment très drôles. J'ai beaucoup aimé le caractère de Lane et de Loïs. Je trouve que c'est une personne à laquelle on s'attache facilement, genre je me dis j'aimerais bien être pote avec elle. Ensuite il y a le tome 2 qui s'appelle Book Boyfriend. J'ai pas su dire si c'est celui-ci mon préféré, mais je l'ai beaucoup aimé. Le tome 2, on suit Donovan qui va demander des conseils à une fille qui n'a pas vraiment de relation mais qui lit beaucoup de romances et il va lui demander des conseils pour comment être un bon petit ami et de fil en aiguille, voilà, il va passer des petits trucs. Et le 3e tome, on suit Lewis qui va se retrouver en fait avec tous ses copains qui sont en couple. Lui, il a pas du tout envie. En plus, ils sont en dernière année de leur université, donc ils doivent former
des nouveaux campus drivers pour que ce soit une tradition qui se poursuive même s'ils sont plus là. Et du coup, il va se retrouver à devoir former une stagiaire, il n'en a pas franchement envie, mais finalement, peut-être que c'est pas si mal. C'est rien d'extrêmement innovant, c'est du déjà vu, on sait comment ça se termine, en même temps c'est un peu pour ça qu'on les lit, mais c'est bien fait. Je trouve que la plume de Sesquill est vraiment addictive, moi j'ai pas pu m'arrêter la première fois, vraiment j'ai fini ce tome à 3 h du matin, sachant que le lendemain je devais me lever super tôt. Ensuite, en fait, ce que j'ai bien aimé avec les tomes 2 et 3, parce qu'en fait c'était la première fois que je lisais une saga de romance, c'est que c'était hyper agréable de revoir les personnages auxquels on s'était attaché dans les tomes d'avant, un peu en fond. Ils étaient pas au cœur du sujet, mais ils étaient quand même là, il y avait des petits trucs et tout, et ça faisait vraiment plaisir, je trouvais, de les voir. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment et je suis trop contente, et ça me fait trop bizarre de me dire que ça y est, j'ai fini. Adieu les Campus Driver. Wouh. Alors, au même moment où je terminais le tome 1 de Campus Driver, il y avait tous les challenges de février, donc petit mois, petite lecture du souffle des mots, et aussi le challenge février Tapal de Alex Bouquin Prada, auquel j'ai plus ou moins voulu participer, alors sans me mettre la pression, juste trouvé ça trop cool, j'aimais beaucoup la manière dont elle l'a fait. Et donc j'ai commencé en lisant un tout petit livre que j'avais acheté à Montreuil, et donc qui était dans ma pile à lire depuis. Et je trouve ça trop drôle parce que je me suis rendu compte que c'était le premier livre que j'avais ajouté sur Goodreads à l'époque. Et c'est L'Arrache-Mots de Judith Bouilloc. C'est vraiment un petit livre qui se lit très rapidement. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec La Passe Miroir. Donc dans cette histoire, en fait, on va suivre Iliade, qui est une jeune fille qui a un pouvoir assez particulier de donner vie aux mots. En fait, elle les arrache en les disant à haute voix et elle les transforme en décor. En fait, quand elle raconte les histoires prennent vie. Et c'est hyper bien traduit dans la manière dont c'est écrit. On ressent l'amour des mots et ça, j'ai trouvé ça trop beau et c'est hyper doux, hyper poétique. Elle a ce pouvoir-là et un jour elle va recevoir une drôle de demande en mariage de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui fait potentiellement plus ou moins partie de la famille royale et qui est hyper avantageux pour elle. Donc elle est un peu curieuse, elle comprend pas trop. Et puis elle va se rendre dans la capitale pour comprendre un peu ce qu'il en est. Et elle va découvrir un peu tous les fastes de la cour et aussi la froideur de son futur époux. Elle va se retrouver en plus de ça au milieu de complots, etc. Honnêtement, j'ai senti que le public visé était jeune. C'est pas très grave, mais juste... j'avoue qu'après avoir lu Le Chant d'Achille et Campus Driver, qui sont pas pour un public forcément jeune, ça m'a un peu fait bizarre. L'écriture est très jolie, très poétique. C'était une lecture sympa, que j'ai mis 3,5 sur 5, c'était pas un immense coup de cœur, c'est pas quelque chose qui me marquera, je pense forcément, mais j'ai passé un bon moment. Parce qu'en soi, l'écriture, elle est vraiment très belle et l'amour des livres, j'ai trouvé que c'était magnifique. Je sais pas, je trouve ça trop agréable en tant que personne qui aime lire, d'avoir des livres qui parlent de lire. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est la relation qui se construit tellement vite, parce que du coup en 200 pages, vous imaginez bien, on parle de la froideur de son mari et à la fin on se doute comment ça se termine et ça se fait en à peine 200 pages, un peu trop rapidement à mon goût sans que ce soit très cohérent et ça m'a un peu dérangée. Et ensuite j'ai lu un livre qui s'appelle D'or et d'oreiller de Flore Vesco et c'est un livre hyper étonnant. Je n'ai jamais lu de livre comme ça, vraiment. Et je me rends compte que j'ai lu beaucoup de livres assez poétiques par contre depuis le début de l'année. Parce que là encore, on a l'impression de vraiment de se faire emporter dans un monde poétique et ça c'est trop beau. Mais ça va être très dur de vous résumer cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre Lord Anderson et sa recherche d'une future épouse. En fait, c'est un riche héritier et pour choisir sa future épouse, il a mis en place une sorte de test. Et ce test, il consiste à faire que les candidates viennent chez lui, sans parents ni chaperon, passer une nuit. Vous imaginez le scandale, une jeune fille de bonne famille, sans parents ni chaperon. En fait, elle se retrouve à devoir dormir dans un lit vertigineux où on a empilé plein de matelas. Et même si c'est un peu scandaleux, Miss Watkins, elle va se dire « c'est bon, moi je vais envoyer mes 3 filles parce que le pélo, il est riche quand même, quoi. Donc, si on pouvait l'avoir. » Mais maligne, elle se dit « Bon, je vais amener une femme de chambre, comme ça elle pourra les chaperonner, mais discrètement. » Et parmi ces jeunes filles, une d'entre elles va retenir l'attention de Lord Anderson, pourtant elle n'a rien d'une princesse au petit pois. Et c'est une histoire dans laquelle on découvre ce que font les jeunes filles seules dans leur lit le soir. C'est une réécriture de conte qui n'a rien à voir avec le conte initial. Et ça a été un vrai voyage, j'ai trouvé cette lecture. Mais je sais même pas comment dire, tellement j'ai été étonnée et j'ai eu un ressenti hyper bizarre. Je pense que, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Ça n'a pas été facile de mettre une note parce que c'est vraiment un voyage, une expérience. En fait, c'est un livre sur le désir, plein d'érotisme, tout en étant très
poétique et très sombre par moments. C'est un livre sur la puissance des femmes, sur la magie, sur la sensualité. Le tout qui est entouré, enrobé d'une écriture qui est hyper riche. Les allusions érotiques, elles sont divinement menées d'une manière qui n'est pas trop claire, mais pas trop peu claire non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très bien dosé. Il y a plein de jolis mots, c'est un langage en fait qui devient presque soutenu. Je trouve que pour un conte du genre, c'est parfait. Voilà, ça m'a beaucoup surprise. Je savais que voilà, ça parlait d'érotisme, de désir, etc. Mais c'est une littérature pour les jeunes. C'est pas, voilà, c'est vraiment quelque chose destiné à un public qui peut être jeune, pas que. En fait, c'est tout public du coup. Et j'ai trouvé que c'était très beau. C'est juste de l'art sur du papier. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. C'est un livre dont j'avais énormément entendu parler sur Bookstagram notamment, et du coup il m'intriguait beaucoup et je l'ai eu à Noël, donc j'ai décidé de le lire. Et encore une fois, c'est un livre qui repose beaucoup sur les descriptions. C'est pas un truc plein d'action. Moi je m'attendais à beaucoup plus d'action honnêtement, hein. Je m'attendais à beaucoup de choses. Ça a pas du tout été ce que j'ai attendu. Ça reste une lecture excellente, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ça vaut vraiment le coup. Cette histoire, c'est un peu dur à expliquer, mais en fait, c'est l'histoire d'un cirque, tout de noir et de blanc, qui apparaît comme par magie du jour au lendemain et qui disparaît un peu de la même manière dans des villes aléatoires. Et quand on pénètre dans ce cirque qui n'ouvre que la nuit, on y découvre un monde magique où il se passe plein de choses. Il y a plein de chapiteaux différents avec plein de spectacles différents. Et on a au milieu de tout ça Celia et Marco qui, depuis leur plus jeune âge, sont entraînés à utiliser la magie et qui vont se combattre dans un combat de plusieurs années avec pour objectif de gagner. Mais évidemment, il y a des choses qui vont venir compliquer tout ça. Et en fait, je vous avoue que moi, quand j'avais lu ce résumé, je m'attendais à quelque chose avec plein d'action, un combat de magie, une relation incroyable entre Celia et Marco. Et en fait, c'est pas trop tout ça. En fait, ce qui est important, c'est pas vraiment les personnages, je trouve, c'est vraiment la beauté du cirque. Et typiquement, je pense que c'est le genre de livre qui serait incroyable adapté en film, parce que il y a tellement de choses à faire que ça ne peut que être beau en film, et j'aimerais trop. Mais par contre, voilà, vous attendez pas à quelque chose vraiment plein d'action, etc. C'est pas ça. Mais ça n'empêche que c'est un excellent livre. C'est vraiment assez fou de se retrouver transporté dans un univers comme ça, qui est hyper détaillé, mais sans que ce soit trop, encore une fois. C'est vraiment juste, waouh, je plongeais dans le livre et autour de moi, j'avais les chapiteaux, quoi. Ce qui est assez perturbant dans ce livre, c'est que on peut dire qu'il y a à moitié 3 histoires en parallèle. Donc il y a un point de vue un peu omniscient qui suit donc toute l'histoire de Marco et Celia. Ensuite, on a le point de vue de Bailey qui se passe à une période un peu différente, et j'avoue qu'au début, vraiment, ces chapitres, ils me plaisaient pas trop. Donc c'était pour ça aussi, j'ai mis un peu de temps à lire, parce que j'avais juste envie que l'histoire avance et ça me saoulait, je comprenais pas le rapport. Et ensuite, il y a un autre point de vue dans lequel on incarne vraiment quelqu'un qui visite le cirque. Au début, ça peut rendre le tout un peu confus, mais quand on avance dans l'histoire et que tout se rejoint et que ça se termine en apothéose, j'avais juste envie de... Bravo l'artiste, quoi. Enfin, c'est une conclusion qui ne peut pas être meilleure, vraiment. Et rien que pour la manière dont c'est mené, vous devez lire ce livre. Bref, prochaine lecture. Aïe 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 aïe, j'ai lu le tome 2 d'Akotar, donc qui n'est autre qu'un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Comment vous dire, je vais pas trop vous faire de résumé parce que je vous avais déjà fait le résumé du premier tome qui s'appelle Un palais d'épines et de roses en français, et que c'est la suite. Donc si je vous fais un résumé, je vais vous spoil le premier. Mais juste si vous n'avez pas commencé cette saga, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment. En fait, c'est super bizarre parce que ce tome, j'en rêvais la nuit avant de le lire. J'ai acheté ce livre et je l'ai dévoré en 24 heures. Vraiment, j'étais obsédée par ce livre. Ce qui est assez fou, c'est que je savais beaucoup de choses qui se passaient dans ce livre, malheureusement. Et je pense que le fait de le vivre sans rien savoir, ça doit être incroyable. Mais même en sachant tout ce que je savais, qui représentait déjà beaucoup, c'est un coup de cœur, vraiment, c'est 5 sur 5. C'est un livre donc de fantasy, voilà, le premier tome c'est une réécriture de La Belle et la Bête, globalement. Le deuxième tome, on sort un peu de cette réécriture de conte. J'avais aimé le premier tome, mais le deuxième tome est tellement au-dessus, c'est incroyable, là j'ai trop hâte de lire le tome 3. Juste, en fait, le fait que j'ai fini ce livre en 24 heures, sachant qu'il fait 715 pages, je pense que ça en dit déjà long. Ce que j'aime beaucoup avec l'écriture de Sarah J. Maas, c'est que c'est fou, on a envie
comprendre les personnages et je sais pas, je trouve que l'écriture des personnages c'est incroyable, on peut que les aimer et les comprendre en fait. Mais je criais devant mon livre et avant, j'avoue, je comprenais pas les gens qui disaient hein, je crie devant mon livre, je rigole devant mon livre. Je pleure, je comprenais parce que je me disais Pauline tu pleures devant tout, y a pas de souci. Mais je me disais comment tu peux avoir des réactions au point de rire ou de sourire très fort ou de crier. En fait, laissez tomber, je comprends tout à fait maintenant. Et ensuite, le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre auto-édité. Et en fait, à ce moment-là, il y avait une autrice qui faisait une séance de dédicace. L'autrice était adorable et du coup, je lui ai pris son livre qu'elle m'a dédicacé. Et c'est le tome 1 d'une future trilogie de un peu fantasy, tout ça, qui s'appelle Les Derniers Gardiens de Louise Delgado. Elle a auto-édité son livre, donc vraiment, je peux vous dire, j'avais très envie de l'aimer. J'ai vraiment, j'étais heureuse, je trouvais l'autrice adorable, j'ai passé un trop bon moment à discuter avec elle. Malheureusement, ça l'a pas fait pour moi. Je lui ai mis la note de 2 étoiles sur 5. Mais en fait, cette histoire, j'ai eu un peu l'impression de lire un truc que j'aurais aimé à 14 ans. Un Twilight à moitié, avec un triangle amoureux avec des vampires, une sorcière. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elsa, qui doit avoir genre 16 ans, enfin elle est au lycée quoi. Et puis un jour sa vie bascule parce que vous comprenez, ses parents veulent déménager aux États-Unis parce que son père a trouvé un nouveau travail. Et en fait ce que j'ai pas aimé déjà dès le début, c'est que je trouve que c'est trop, enfin vraiment, au début du livre elle dit « Ma vie est un drame, je vais mourir, je suis en train de vivre le pire moment de ma vie parce que ses parents déménagent ». Je comprends, à 16 ans c'est dur de quitter le lycée etc. Là c'était vraiment too much et surtout elle arrive dans l'avion et là d'un coup je sens qu'une force m'appelle là-bas. En fait c'est le bon choix d'être partie. Genre zéro cohérence et du coup elle arrive aux États-Unis et en fait elle va se retrouver dans un endroit, elle va se découvrir un peu des pouvoirs et elle va rencontrer 2 vampires, un mec blond, solaire, qui ne regrette le fait d'être un vampire mais qui n'a pas le choix et qui déteste tuer les humains et à côté le mec badass, sombre, brun, qui tue des humains parce qu'il n'a pas le choix mais qui assume d'être un vampire et waouh, triangle amoureux de fou et évidemment en plus, on manquait plus que ça, elle ne finit pas avec la personne que je veux. Donc comment vous dire que ça a été très dur d'avancer dans ce livre. Les 100 dernières pages étaient un peu mieux, il y avait un peu plus d'action, mais ce livre fait quand même genre 550 pages et j'avoue que la moitié du livre je l'ai lu en diagonale parce que vraiment j'avais envie de tout lire parce que je me dis c'est un livre vraiment j'avais envie de lui donner sa chance, j'avais envie de l'aimer mais vraiment j'ai cru que j'allais abandonner quoi et c'était cliché sur cliché et même pas un cliché qui se termine bien pour moi et je suis vraiment déçue. Peut-être que ça peut vous plaire, mais voilà, juste ça l'a pas fait pour moi. L'écriture était pas incroyable, il y avait beaucoup d'incohérences pour moi. Pour vous donner un exemple, c'est le mec sombre là qui tue des gens. Elsa apprend qu'il tue des gens, elle est un peu scandalisée, elle dit « Oh, c'est normal, il vient de te dire qu'il tuait des gens. » Et toi ta réaction c'est « T'inquiète, c'est normal. » Non. Enfin voilà, bref, je souhaite beaucoup de chance à l'autrice, je pense que ça peut plaire à des gens, mais juste pour moi, ça ne l'a pas fait. Ça y est, c'est les 9 livres que j'ai lus depuis ce début de l'année. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, si d'autres vous font envie. Vraiment, ça me fait trop plaisir quand il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai acheté ce livre grâce à toi. Ah, j'ai lu ce livre, j'ai trop aimé. » Parler de livres, ça me rend heureuse et je trouve que ça apporte tellement de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo normalement sur les présidentielles. Merci!